Bonjour, soyez bienvenus sur France 3 Paris-Île-de-France. La reconstruction du PS est en question dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. La génération des quadras veut prendre le contrôle du parti et s'affranchir de la tutelle de ses aînés. Mais comment reconstruire une formation minée par les guerres intestines, coincée entre le mouvement d'Emmanuel Macron et la France insoumise? Et quelle ligne politique face aux enjeux d'aujourd'hui? On en parle avec vous, Luc Carvounas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale, ex-sénateur, ex-maire d'Alfortville, et vous avez entamé un tour de France à la rencontre des militants dans le cadre de cette refondation du PS qui a été lancée au mois d'octobre. Tout à fait. Que vous disent les militants au lendemain d'une présidentielle ratée et d'un quinquennat qui a été miné par la désunion? Déjà, je vais vous dire, depuis le début de ce Tour de France, j'ai commencé en début septembre par Marseille, par le sud de la France, j'avais été agréablement surpris de voir la présence de beaucoup de militants. Alors, au départ, je me suis dit, bon, je suis dans les Bouches-du-Rhône, grosse fédération, c'est normal qu'il y ait 200 personnes avec tous les élus. Et puis de fil en aiguille, j'étais la semaine dernière dans le Lot, à Cahors, pareil, bis repetita, beaucoup de militants présents. Avec la volonté de reconstruire. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'on est tous totalement atomisés de ce qu'on a vécu. On a traversé un échec historique. Nous sommes aujourd'hui à l'Assemblée nationale, 28 seulement députés socialistes. On rajoute les 3 collègues apparentés, donc ce groupe est de 31, mais dans les faits, nous sommes 28. Et fort de ce cataclysme électoral, aujourd'hui, moi je ressens, sincèrement, dans les territoires, il faut se donner le temps d'y aller, d'aller les rencontrer, de les visiter, et chez les cadres et les élus, cette envie de dire quoi finalement ? Contrairement à ce qu'on entend de certains esprits chagrins qui voudraient nous voir morts et enterrés, en fait que l'idée du socialisme, les valeurs que l'on a portées depuis maintenant plus d'un siècle, le progrès... Elles sont toujours d'actualité. Oui, mais parce que nous incarnons, et quand nous sommes dans nos territoires, nous le savons plus que d'autres, l'idée du progrès. Vous savez, aujourd'hui, avec les chaînes info, les réseaux sociaux, tout va toujours très vite en politique. Mais c'est quoi d'être socialiste? C'est de pouvoir revendiquer les 35 heures, la CMU, c'est de revendiquer dans le précédent quinquennat de François Hollande que c'est nous qui avons revalorisé le point d'indice des fonctionnaires, c'est le mariage pour tous. Le progrès, il s'inscrit dans le patrimoine génétique du socialisme. Et on voudrait que ce mouvement... parce qu'on a vécu un échec politique, disparaissent. Les esprits chagrins, c'est certainement Dominique Strauss-Kahn qui a fait une sortie sur la situation du Parti Socialiste. Il est temps qu'il, en parlant du PS, qu'il disparaisse. Je crois que le PS n'a pas d'avenir et je crois que c'est une bonne chose. C'est encore pire pour vous que le temps est venu de renouveler le centre-gauche français. Et voilà, après l'épisode de la présidentielle, du précédent quinquennat, il n'y a pas une part de réalisme dans cette déclaration? Au tout début, j'ai réagi comme beaucoup en disant bon, qu'est-ce qu'il vient encore nous apporter avec ce type de déclaration fracassante, en disant qu'il nous laisse un petit peu tranquille, puisqu'il a porté l'histoire de ce parti que je représente aujourd'hui et ses échecs. Mais je pense que là, Dominique Strauss-Kahn est dans une autre stratégie. Je vais essayer de vous dire quel est mon raisonnement. Je pense que Dominique Strauss-Kahn, qui a gardé, et c'est normal, des amis au sein du Parti socialiste, qui sont aujourd'hui très constructifs, je pense notamment à Jean-Marie Le Guen, qui est un proche de Dominique Strauss-Kahn, ils sont en train d'essayer, dans le cadre de notre congrès du Parti socialiste qui arrive au mois de mars prochain, de prendre le curseur de ce que nous sommes et de l'emmener dans un parti de centre-gauche. Parce que il le dit clairement. Voilà, quand on écoute ce qu'il dit, il essaye d'apporter la transformation de l'intérieur de ce que nous sommes. Et c'est ça l'enjeu du débat qui arrive dans les semaines à venir pour nous les socialistes. Parce que si on se donne juste un peu le temps de regarder ce que va être l'équipe de direction demain de Christophe Castaner, qui va être élu à main levée. Dans le mouvement En Marche. Désigné par le président de la République dans le bureau à l'Élysée et qui va se faire élire, ça c'est le nouveau monde, de manière très moderne, à main levée, dans un congrès au mois de novembre. Sauf que l'équipe de direction qu'il propose est quasiment composée d'anciens socialistes. Donc la République En Marche, elle est en train de faire quoi ? Je vais vous le dire. Elle est en train d'essayer d'organiser un miroir avec certains de leurs amis au Parti socialiste, ou du moins à côté du Parti socialiste, pour amener le Parti socialiste comme un supplétif demain de la République En Marche. Que le PS soit un allié de la République En Marche. Que le PS que je représente... Et d'ailleurs, vous avez dit que le PS ne doit pas venir le PRG que le PS d'En que Marche. Je représente se dilue ad vitam aeternam. Et moi, je profite de l'antenne que vous me donnez pour dire à toutes celles et tous ceux qui nous regardent, qui croient de là où ils sont dans les territoires du pays,
au socialisme et à ce que nous avons porté ces 50 dernières années. Qu'il faut qu'ils se libèrent, qu'ils soient libres et libérés dans leur approche de ce congrès et qu'ils envoient une équipe de direction qui empêche cette dissolution de notre mouvement parce qu'il y a danger à la maison et il y a le feu. Et donc il faut réagir. Comment gommer les désunions du quinquennat précédent vous étiez quand même plutôt d'accord sur les valeurs. C'est la politique économique qui vous a désunis. Moi, je vous rassure, nous étions quelle ligne politique bien pour le, plus pour le avec nouveau des PS? points de convergence que de divergence. Parfois, c'est la vie, les médias organisent aussi, mais parce qu'on s'y prête, les divergences. Ça fait partie du théâtre politique. Mais est-ce qu'on doit, dans ce que je suis en train de vous décrire, de ce rendez-vous qui est crucial, soit en gros, ce sera le congrès du commencement, pas du recommencement, du commencement de ce que doit être le Parti socialiste pour les années à venir avec une espérance, soit ce sera la clé sous la porte, parce que certains auront organisé la dissolution. Et donc moi je dis à chacune et à chacun, quand je me déplace, il faut avoir vraiment l'analyse de ce que l'on a porté pendant 5 ans de manière positive comme négative. Parce que, excusez-moi, les 1,8% de croissance aujourd'hui, les indicateurs macroéconomiques qui sont tous au vert. Vous n'allez pas m'expliquer ça veut dire que c'est le travail en 5 mois, 6 mois d'Emmanuel Macron, c'est bien le travail qu'on a porté dans la majorité précédente qui porte ses fruits aujourd'hui. Mais donc que les frondeurs ne refusaient de soutenir. Oui, mais et regardez ce qu'a dit Philippe. Ça fera partie du débat, parce qu'il ne faudra pas dire c'est la faute des frondeurs, c'est la faute de François Hollande ou de Manuel Valls. Oui, mais alors, il faudra dire ce qui n'a pas été, c'est clair. Regardez ce que Philippe Allard, qui est secrétaire des fédérales du PS en charge de la rénovation des pratiques politiques et des initiatives militantes, a dit sur son blog au sujet d'un PS qui, selon lui, doit disparaître. Il est devenu, en parlant du PS, un organe de pouvoir personnel où les luttes internes priment sur l'intérêt général. Ces frondeurs sont pour beaucoup toujours bien présents dans l'appareil du parti. Comment répondre aux nouveaux défis lorsque certains ne veulent rien changer? Le Parti socialiste n'est pas en capacité de porter cet espoir. Beaucoup n'y croient plus. Pardonnez-moi, je suis député, ancien maire. Je ne vais pas me mettre à commenter les propos de visiblement un esprit chagrin que je ne connais pas. Vous me dites qu'il est responsable. C'est sur le site internet du parti. Je l'ai peu côtoyé. En tout cas, vous lui permettez de le mettre à la lumière aujourd'hui. Ça va être son fait d'armes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de pouvoir dire à Philippe, s'il est encore au Parti socialiste au moment où je vous parle avec les mots qu'il emploie. Il pose quand même une question. C'est comment les Hollandais, par exemple, pourraient s'entendre avec des frondeurs alors qu'ils ne se sont pas entendus sur le dernier quinquennat. Aujourd'hui, c'est quoi les Hollandais? Aujourd'hui, c'est quoi les valsistes? Aujourd'hui, c'est quoi les amonistes? Par contre, aujourd'hui, je peux vous dire, c'est qui les socialistes? En tout cas, ils représentent des courants. Et nous avons un parti où nous avons toujours fonctionné. Oui, c'est un peu compliqué parce que par rapport à celles et ceux qui nous regardent, il faut vraiment être accro et s'intéresser à la vie du parti pour faire une émission sur les arcanes internes de cette vie du parti. Mais si je dois vous répondre à cette interpellation, c'est que face à un président de la République qui se dit et de droite et de gauche. Moi, dans le chemin que j'ai entrepris dans ce Tour de France, c'est de dire aux militants d'être libres et libérés, vous l'aurez compris, libres dans la parole, libérés par rapport à leur histoire de militants et leur accointance politique. Pour faire quoi? Pour être et de tout courant. Et que notre salut à tous dans le congrès à venir sera de dire est-ce qu'on a envie de vivre ensemble? Sur quelle ligne politique on veut se porter? Il y aura une minorité, il y aura une opposition. Mais ceux qui seront à la tête de ce parti auront la lourde responsabilité de dialoguer avec la minorité. Ce qui nous a coûté dans le précédent. Est-ce que vous pourriez être à la tête de ce parti? Ce qui nous a coûté dans le précédent quinquennat, c'est qu'il y a eu une absence totale de dialogue. Je l'ai vécu de l'intérieur aux côtés du Premier ministre. Il ne voulait plus parler. Nous étions quelques-uns, vous savez, ceux qu'on appelle les lieutenants, à essayer de faire en sorte de mettre un peu d'huile dans les rouages. Et à un moment donné, quand dans une famille, vous ne voulez plus vous parler, il se passe ce qui s'est passé. Eh bien moi, je ne me résigne pas à la mort de mon parti. Je retrousse les manches et je vais essayer de mettre les mains. Candidat, justement. Aujourd'hui, je vais être très clair avec vous. J'ai horreur de la langue de bois. À l'instant où on se parle, aujourd'hui dimanche, je suis candidat à pouvoir participer à la reconstruction de cette famille. Vous comprenez bien, je l'ai dans les tripes, c'est mon histoire. Je suis né à Alfortville, j'en ai été le maire. Alfortville qui est dans l'histoire du parti, au pire moment du parti, quand Gaston Defferre faisait 5%, il y a eu ce fameux congrès d'Alfortville, et 2 ans après, l'année de ma naissance, le congrès d'Épinay, et enfin l'arrivée de François Mitterrand. Rousseau disait l'histoire elle est cyclique. Moi je crois à ce cycle vertueux, mais pour ça il faut bosser.
Pour ça, il faut qu'on démontre qu'on a cette capacité à faire des propositions. Il ne suffit pas de se dire tous de gauche, socialistes, social-démocrates, pour l'environnement et l'Europe et l'écologie. C'est quoi d'être social-démocrate sur les services publics, sur la question des migrants? C'est quoi d'être social-démocrate sur la transition énergétique? Voilà, sur ces vraies questions. Est-ce qu'on peut définir un corpus commun? Je le crois. Et j'y travaille, et c'est pour ça que dans quelques semaines, je livrerai différentes de mes réflexions dans un ouvrage. Jean-François Copé, il y a 2 semaines, il disait que Macron faisait une politique de droite. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Mon Dieu, vous allez me faire dire que je suis d'accord avec Jean-François Copé. C'était pas l'objectif. C'est savoir, vous êtes d'accord avec lui sur ce sujet-là. Moi, on peut être d'accord, d'ailleurs. Je l'ai dit dans la campagne présidentielle, je l'ai dit dans la campagne législative. C'est pour ça que je fais partie de ces députés qui n'ont pas voté. J'ai voté contre le discours de politique générale d'Édouard Philippe au tout début de cette législature. Pourquoi? Parce que vous attendiez quoi de ce gouvernement avec Bruno Le Maire? Gérald Darmanin insistait de faire cette politique où la justice sociale, c'est de faire des cadeaux fiscaux aux plus riches de ce pays. Les 100 foyers les plus riches de France aujourd'hui ont un cadeau fiscal à minima de 3 millions d'euros par an. C'est les mêmes grands patrons qui aujourd'hui s'illustre, pardon de vous le dire, dans les Paradise Papers. Donc, c'est à la fois on optimise la défiscalisation et on dit que c'est légal. Est-ce que c'est moral? Et on a un gouvernement totalement atone sur le sujet. Alors ça, M. Macron, quand il est question de détricoter le Code du travail en 4 mois, il est le champion du monde. Mais quand il s'agit de reprendre le Code général des impôts, il n'y a plus personne au balcon. Cette situation, elle peut permettre peut-être de vous retrouver, justement? Ça peut être une chance pour vous, pour le Parti socialiste, pour exister un peu plus? Alors, ce serait une erreur capitale que de croire les bras croisés que, comme ça s'est passé dans les précédents quinquennats ou septennats, le retour de balancier fera que, machinalement, l'opposition devient la majorité, ce qui permet d'ailleurs à l'opposition, quand elle est l'opposition, de dire n'importe quoi, et quand elle est confrontée à la direction du pays, elle est confrontée à la réalité. Il faut être sérieux. Et bon gré, mal gré, on a aujourd'hui le temps de travailler et de poser les bases de ce que doit être la reconstruction de ce pays, mais sur une ligne claire. Moi, vous savez, je n'ai pas changé. Je suis la gauche social-démocrate et progressiste. Je veux voir la réussite de mon pays. Par contre, ce que je vois depuis quelques jours, c'était dans la nuit de mercredi à jeudi, il s'est passé quoi pendant que nos compatriotes dormaient? Le plus grand plan de casse sociale de ce quinquennat qui a été validé par un vote à l'Assemblée nationale avec la fin des emplois aidés. C'est 160 000 personnes qui se sont retrouvées au chômage au 1er septembre. Alors vous allez me dire que ce n'est pas une politique de droite, ça? Madame Pénicaud qui arrive dans l'hémicycle avec ses tableaux Excel de Bercy, puisqu'aujourd'hui c'est Bercy qui dirige le pays et qui nous dit que ces emplois ne servent à rien. Eh bien je l'invite à venir dans le monde réel, pas dans le nouveau monde, le monde qu'on vit au quotidien, et de voir ce que ces femmes et ces hommes apportent dans les services municipaux et dans les associations. Allez, un dernier point sur la situation du PS, qui est obligé de vendre son siège de la rue de Solferino. C'est une page qui se tourne dans l'histoire du mouvement. On voit cela tout de suite avec ces images qui ont été tournées au mois de septembre. Quasiment 40 ans qu'il anime la rue de Solferino. Le siège du Parti socialiste bientôt vendu. Dans le quartier, qu'on le veuille ou non, on s'apprête déjà à tourner la page. Le Parti socialiste n'est pas notre plus grosse inquiétude dans le quartier. Ça a été le départ du ministère de la Défense qui a été un vrai problème. Pour le quartier et pour le secteur, qui est un peu sinistré pour le commerce, ça commence à devenir très dur. Il y avait du mouvement, voilà, il y avait des débats, il y avait des personnes extérieures, il y avait des échanges, il y avait des allées et venues. C'est vrai, ça ne sera pas pareil. Car depuis son installation en 1980, le quartier a vécu au rythme des victoires et des défaites du Parti socialiste. Image mémorable de ces bureaux politiques parfois tendus au lendemain d'échecs électoraux. Il faut se rassembler, c'est tout, il y a des élections législatives. Image de joie également lors des victoires de 2012 ou de 1981, lorsque François Mitterrand devient le premier président socialiste de la Ve République. Il y a les images comme ça de victoire, 1981, puis il y a les images émouvantes lorsque, là aussi, François Mitterrand, à la fin de son second septennat, était déjà très malade. Et la journée de 1995, lorsqu'il est venu ici, et dans le fond, où il a fait son dernier discours. Donc c'était dans cette cour-là. Et c'est depuis cette même cour qu'en 2007, Ségolène Royal saluera la foule. Elle vient pourtant de perdre la présidentielle. 10 ans plus tard, ce sont de nouveaux échecs électoraux qui précipitent le parti dans la crise. Le PS doit se chercher une nouvelle maison.
Tant que Paris est notre capitale, et ça va l'être pour les Jeux Olympiques, je les salue d'ailleurs, eh bien c'est ici que doit être le siège du Parti Socialiste, ici, c'est-à-dire au cœur de Paris. Ces images de foule en liesse rue de Solferino semblent bel et bien faire partie du passé. Très rapidement, petite émotion de quitter Solferino. C'est notre histoire, mais en même temps, c'est un acte politique que nous faisons pour faire quoi ? Pour nous donner les moyens de, dans ce que je vous expliquais, être en capacité de mener des campagnes et de redonner un projet politique pour notre pays. Parce que moi, je suis plus attaché, comme ancien maire d'Alfortville, par rapport à la casse des services publics qui est organisée aujourd'hui par le gouvernement d'Édouard Philippe. Non pas à savoir si on va changer de lieu de vie pour le Parti socialiste, mais plutôt attaché, le fond, les valeurs. mais plutôt attaché à voir comment le Parti socialiste revient. Parce que ce qui va se passer dans les collectivités, c'est autrement plus grave que de déménager de Solferino. C'est que les maires de gauche comme de droite vont fermer des crèches, vont fermer des maisons de retraite. Ça me préoccupe un peu plus que de regarder dans le rétroviseur d'un bâtiment aussi célèbre soit-il dans l'histoire de mon mouvement. Justement, vous parlez des collectivités, elles ont subi une baisse des dotations très importante ces dernières années. Sur la période 2014-2017, 11 milliards d'euros en moins. Pour dénoncer ces coupes et les nouveaux efforts qui ont été demandés aux collectivités, pour dénoncer également la suppression des contrats aidés, la mairie d'Ivry-sur-Seine a décidé de fermer le 10 octobre dernier tous ses services publics. La mairie d'Alfortville, que vous avez dirigée jusqu'au mois de septembre, en a fait de même. Illustration à Ivry avec ce reportage. État civil, papier d'identité, logement. Les habitants d'Ivry-sur-Seine ne pourront pas compter demain sur leurs services municipaux, à l'exception des urgences. Des guichets fermés sur décision municipale, un acte militant du maire pour interpeller sur les conséquences de la nouvelle cure d'austérité imposée aux communes. Quand les collectivités locales vont avoir moins de recettes, quand elles se seront vues imposer un plan d'économie de 13 milliards, quand les compensations de la taxe d'habitation n'arriveront plus au même rythme et que ça deviendra une variable d'ajustement du budget de l'État, et bien là, il faudra qu'on tape dans le dur et qu'on supprime des services publics. D'autant que sur les 4 dernières années, Ivry-sur-Seine a vu ses financements étatiques amputés de 20 millions d'euros. Les conséquences commencent à se faire sentir sur les services publics. Je les soutiens. Je viens d'en ressortir et effectivement, avant il y avait 2 hôtes d'accueil, maintenant il n'y en a plus qu'une. Ça a beaucoup changé. Et moi j'ai demandé un rendez-vous avec le service Habitat. Ça fait presque 4 mois que j'attends, j'ai aucune réponse. Les premières victimes de l'austérité, ce sont les 1800 agents de la commune. Aujourd'hui, congés maladie et départ en retraite ne sont plus forcément remplacés. On a une direction qui a du mal à concilier le manque de moyens financiers et l'exigence de réponse des services publics à la population. Du coup, oui, on a des burn-out, on a des agents qui craquent. Demain, Ivry, mais aussi Alfortville offriront le visage d'une ville sans service public, une situation qu'elles craignent d'approcher d'un peu trop près dans les années à venir. Dotations qui seront maintenues en 2018. Est-ce que c'est un soulagement pour vous ? Oui, mais ça, écoutez, vous savez, d'ailleurs, c'est la Cour des comptes qui avait tapé sur les doigts de Gérard Darmanin au mois de juillet dernier parce qu'ils essayaient, comme par le passé, de construire un budget où on maquillait la réalité. Je vous donne un exemple très concret. Quand on nous dit, alors qu'ils ont enlevé 850 millions d'euros au budget de la Défense nationale, c'est pour ça que le général de Villiers est parti, il nous explique très clairement, mais non, le budget de la Défense a augmenté. Vous savez pourquoi ? Parce que dans la construction du budget de la Défense, ils ont intégré les opérations extérieures d'1,8 milliard. Donc facialement, on fait croire aux gens qu'on augmente des budgets. Donc là, en fait, les efforts demandés aux communes vont continuer. On demande 13 milliards d'euros d'économies de dépenses sur 5 ans. Oui. Alors avec un système de bonus-malus. Toute la campagne, puisque j'ai bien en tête que le président Macron dit toujours, je fais exactement ce que j'ai dit pendant ma campagne. Pas de chance, il avait dit 10 milliards. Et en un week-end, après le discours de politique générale d'Édouard Philippe, on passe de 10 à 13 milliards, tout simplement parce que je crois qu'après son discours raté à Versailles, le président Macron voulait montrer à son Premier ministre qu'il était le chef et que finalement, oui, il voulait l'exonération de la taxe d'habitation tout de suite. Sauf que le tout de suite, c'était 3 milliards de plus à la construction du budget. Et donc, il ne s'est pas beaucoup trituré les méninges. Il a dit, allez, on rajoute aux collectivités territoriales. Tout ça n'a aucun sens. Mais est-ce que ces efforts demandés aux collectivités, elles sont un peu justifiés lorsqu'on regarde l'évolution de leurs dépenses entre 2005 et 2015, plus 20% pour les communes, plus 32% pour les départements. Alors,
pour les départements, il y a la hausse des dépenses sociales et plus 53% pour les régions. Est-ce qu'il n'y a pas eu Alors je vais vous dire, côté des parce que comme vous l'avez rappelé, j'ai été maire. Est-ce que vous savez ce que représente la part, toute collectivité confondue, en pourcentage vis-à-vis des dépenses publiques? Notre part, à nous les collectivités, c'est 20% de la dépense publique. Et est-ce que vous savez, confère le rapport 2016 de la Cour des comptes, que les économies faites par l'État, 50% de ces économies, ce sont les collectivités territoriales qui les ont apportées. Ce qui démontre que nous faisons le travail depuis des années. Et quand le président de la République, qui n'a jamais été élu local, vient nous voir au Sénat pour nous expliquer, on va passer un contrat ensemble. Mais le travail, on l'a déjà fait. On est en train de ronger l'os. Et vous croyez quoi dans une ville comme Vitry, dans une ville comme Vitry-sur-Seine, dans ma circonscription, ou Ivry-sur-Seine que vous avez montré là, qui sont des villes à quelques kilomètres de Paris. Mais nous, on accueille chaque année des dizaines de nouvelles familles. Cela veut dire quoi? Qu'il faut construire de nouvelles écoles. En 5 ans, j'ai construit 2 écoles, tout en essayant de diminuer le budget, en désendettant ma commune. Sauf que moi, quand je suis maire et que je fais l'effort de désendetter ma ville, mais que j'investis dans l'avenir pour les générations à venir... Mais il y a la Cour des comptes qui vous tombe Quand dessus. la Cour des comptes elle arrive, elle me dit « Oh là là, c'est pas bien, vous avez trop investi », parce qu'avec leur petit tableau de bord, là encore, de magistrats dans leur bureau, ils considèrent que dès qu'on passe un remboursement de plus de 10 ans, vous êtes dans le rouge. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait avec aucun emprunt toxique et je rembourse sur 12,3 ans. Pour rembourser quoi? Un poste de police municipale, un service technique municipal, 2 écoles, 4 centres de loisirs. Eh bien, je mets au défi quiconque de venir voir comment cette ville s'organise, y compris sur la masse du personnel. Mais justement, le personnel communal, j'ai diminué ma rémunération anormalement élevée donnée à des proches, à des emplois peut-être de complaisance. Alors là, c'est extrêmement choquant. D'ailleurs, j'avais écrit dans ma réponse, la Chambre régionale des comptes fait des allusions sur des fonctions partisanes de cadres, au moment où on parle d'un statut de l'élu. Donc en fait, on pointe du doigt des cadres de la ville, sous prétexte qu'ils ont un mandat par ailleurs. Mais dans quel monde on vit? Qu'est-ce que c'est que ce contrôle d'opportunité? D'ailleurs, ça veut dire quoi? Mais s'il y a une once de doute, il fallait me déférer auprès du procureur. Donc pourquoi on écrit ça? On vise qui? On vise quoi? Et où est le mal? C'est politique selon vous? Moi je crois qu'il y a une dérive de la part des magistrats de la Cour des comptes en général et des chambres depuis plus d'une dizaine d'années. C'est un long mouvement. Ils viennent pour voir si vos comptes sont sains ou pas. Et ils l'écrivent noir sur blanc dans le rapport. Ils disent que la ville est bien tenue économiquement. Sauf qu'ils viennent faire un contrôle d'opportunité. Les magistrats aujourd'hui disent aux maires qui sont à devoir répondre H24 à leurs administrés ce qu'ils doivent faire politiquement. Ils ne sont pas dans le registre. Moi, qu'est-ce qu'ils m'ont reproché? Rien. J'ai désendetté la ville de 7 millions d'euros en une année. Je n'ai pas augmenté ma masse salariale depuis 2010. Mieux encore, ça fait 2 ans que je la diminue de 2%. J'ai investi pour l'avenir de nos enfants dans ma commune et tout seul. Et on me dit en plus que j'ai une politique trop favorable à mon personnel communal, marqué noir sur blanc. On me demande de retirer des primes qui sont vieilles de 40 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que la Chambre régionale des comptes et les magistrats, et j'en appelle aussi à l'opinion publique, comprennent ce qui se passe. Alors après, on peut faire des coups politiques, comme le ministre des Comptes publics, qui s'est lui-même fait taper sur les doigts par la Cour des comptes dans l'hémicycle. Mais la réalité, moi qui suis originaire de cette ville, c'est qu'elle a le droit, ma commune Alfortville, comme la commune d'Ivry-sur-Seine, d'avoir les mêmes services publics que dans une ville comme Neuilly. Voilà. Sauf que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est tout le contraire. Allez, il ne nous reste plus beaucoup de temps, 2 minutes pour terminer cette émission. On va voir cette affiche qui vous a scandalisé, une affiche de la Manif pour tous qui s'oppose à la PMA, sans père, et à la GPA. Après les légumes OGM, les enfants à un seul parent. Point d'interrogation. C'est le retour des fachos, c'est ce que vous aviez déclaré. Oui, parce que ça réveille tous les vieux démons de ce que j'appelle la fachosphère. Et je sais de quoi je parle. Quand je me suis marié, la fachosphère, elle s'est déchaînée. Par rapport à mon expression que j'ai eue sur cette affiche, que je peux vous redire, c'est dégueulasse. Elle va encore se déchaîner après notre émission. Et voilà la réalité. Ça réveille les plus bas instincts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, là, après les légumes OGM, les enfants à un seul parent? Ça veut dire quoi dans leur esprit à eux d'obscurantistes? Parce que c'est ça,
le conservatisme que je combats. C'est pour ça que moi je suis pour l'égalité pour tous et la non-reconduction des inégalités. C'est pour ça que je me bats. C'est tout le combat de ma vie, l'égalité. L'égalité des droits pour les femmes et pour les hommes, l'égalité pour tous devant tout. Et ces personnes conservatrices veulent nous donner des leçons? Eh bien non. Et je suis très heureux que ce que je dis là transcende pour le coup tous les bancs de l'hémicycle. Sauf de l'extrême droite, évidemment. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, avait estimé que c'était une insulte aux familles. Vous parliez de votre mariage, on va peut-être voir les images, puisque ça avait été un mariage médiatique avec votre compagnon. C'était il y a 2 ans maintenant. Oui. Vous avez été harcelé à la suite de ce mariage? On a eu une fois une agression et on a déposé plainte, les personnes ont été condamnées, mais c'était que du bonheur et on a reçu, Stéphane et moi, beaucoup de témoignages, notamment de jeunes homosexuels et pas forcément en banlieue parisienne, qui nous ont écrit en nous disant que ça les aidait dans leur propre construction. Tant mieux. Vous savez, il y a quelques années, c'est Bertrand Delanoë, avec ce qu'il avait avoué au moment du Pax, qui m'a aidé. Si à mon tour je peux aider d'autres jeunes hommes ou femmes, tant mieux. Merci beaucoup Luc Carvounas. Très bon après-midi sur France 3. Paname, par un bel après-midi d'automne, vous balade dans le 13e arrondissement.